Monsieur Messan, Oui. merci beaucoup de nous accorder encore une fois de plus de votre temps. Bon, s'il est besoin de vous présenter, vous êtes un expert en géopolitique internationale. On peut aussi rappeler que vous êtes quand même un citoyen français, hein. Il y a des Oui, gens oui, peut-être bien tendance sûr. à pas s'en rendre compte. Et vous avez Mais publié, exclusivement français. Je ex- n'ai pas ex- de double nationalité, je suis français. vous avez publié un article récemment sur le réseau Voltaire où vous exposez que pour vous, le choix des gouvernements et français et italiens vous semble, concernant cette crise, pour le moins ambigu. Est-ce que vous pouvez reprendre votre argumentaire et nous expliquer de quoi il en retourne? Moi, je ne suis pas un flexologue, mais je suis analyste politique. Et ce que je constate, c'est que les décisions qui ont été prises par l'Italie et la France de pratiquer un confinement général ne sont pas des décisions médicales. Ce sont des décisions politiques de manière à gérer les hôpitaux. Et personnellement, je trouve cette gestion des hôpitaux absolument surprenante du point de vue politique, parce qu'il y avait bien d'autres manières de régler le problème que d'assigner tout le monde à domicile. Et parce que on a quand même deux visions qui s'affrontent actuellement. On Oui. peut, si on compare, on voit le gouvernement français qui est accommodant avec cette histoire de Banque centrale européenne et de débloquer des fonds, toujours pour le secteur privé, hein, ce qui visiblement ne fait qu'accentuer les problèmes, tandis que d'un autre côté, on voit que des gens comme Trump débloquent des fonds pour les personnes directement qui ont qui sont en urgence, qui sont en complications financières. On a vu ce matin qu'il a pris la décision d'émettre des billets de 1000 $ et de les distribuer aux gens directement. Ça fait quand même une différence très importante entre cette politique arc-boutée de débloquer des fonds pour le secteur privé, les banques privées, ce qui continue d'endetter les gens et accentue les problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de ce... Je pense que ce sont deux situations extrêmement différentes. Les gouvernements italiens et français ont tous les pouvoirs, ou à peu près, dans leur propre pays. Tandis que aux États-Unis, le président n'a pratiquement pas de pouvoir dans les États fédérés. Il fait la politique internationale et militaire, mais il ne, il n'a pas de prérogatives importantes en matière de santé publique. Donc ce n'est pas lui qui gère l'épidémie aux États-Unis, ce sont les États fédérés. Il y a bien sûr, depuis quelques années, il y a une loi qui lui donne euh, certaines possibilités, mais par exemple, il ne peut pas décréter le confinement général dans tout le pays, ça n'est pas possible, il n'a pas ce droit-là pour le moment, où il faudra qu'il interprète les textes d'une manière tout à fait tordue. Ah, Donc, que les conséquences économiques soient différentes, c'est certain. Mais ce qu'il faut voir d'abord, c'est que euh, en Italie et en France, il y a un confinement à domicile. Ça, c'est une particularité. Bon, maintenant, d'autres pays s'y mettent, comme la Belgique, par exemple. Mais c'est un effet d'entraînement qui existe. ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a la possibilité, on voit de certains gouvernants au niveau de la bureaucratie européenne qui sont prêts à débloquer des centaines de milliards pour les banques privées, mais qui, dans le même temps, sont incapables de débloquer des fonds pour permettre au système de santé de fournir d'avoir du matériel de Voilà. dépistage pour les populations. On marche sur la tête, là. Non, ça c'est le problème que je disais. Il y a d'autres manières de gérer cette crise. Il n'y avait, il n'y avait aucune nécessité d'assigner les gens à domicile en leur disant en plus que ça n'est pas une mesure médicale. Le président Macron a été très clair là-dessus. Il a dit que l'objectif de cette assignation à résidence, c'est d'étaler l'épidémie dans le temps. Alors ça ne changera pas le nombre de personnes qui seront malades, mais vous ne serez pas malade cette semaine, vous le serez peut-être dans un mois. Bon, il s'agit simplement d'éviter un engorgement des hôpitaux à un moment donné. Bon.
quand on mesure le coût de cette décision, on se rend compte que acheter des appareils de respiration artificielle sur les marchés internationaux, ça revenait beaucoup moins cher que d'arrêter tout le pays. Donc, je trouve ça très surprenant comme décision. Et d'autant plus que c'est une décision qui est absolument incompréhensible pour les infectiologues. Vous savez que l'Organisation mondiale de la santé prend ça avec quand même d'extrême réserve. Oui, mais alors vous n'allez pas jusqu'à voir les pompiers pyromanes avec des virus créés en laboratoire où les gens prétendent gérer une thèse qu'ils ont eux-mêmes initiée. Je ne prends pas les choses comme ça. J'essaye de séparer les choses qui n'ont pas de rapport entre elles. La question de savoir si ce virus a été fabriqué, s'il a été disséminé par hasard ou volontairement, ça, je dirais, c'est un problème quasiment policier qui doit être éclairci, parce qu'il y a vraiment des questions qui se posent. Mais ce que je voulais souligner, c'est le traitement de l'épidémie. Ça, c'est une question politique qui n'a pas de rapport avec savoir d'où vient le virus. On doit de toute manière traiter cette épidémie. Et la traiter de cette manière est une absurdité au plan médical. C'est vraiment le triomphe de la bureaucratie, en fait, de dire pour l'organisation du travail dans l'hôpital, les gens qui ne sont pas encore malades doivent rester chez eux. C'est très étonnant quand même. C'est pas à ça que ça sert la médecine. Donc, en gros, vous voulez dire que ça sert à soigner. Pour étayer votre propos, la Corée du Sud est en train d'endiguer l'épidémie en faisant du dépistage et en n'appliquant pas ces consignes qu'on a vues en Chine avec le confinement. Oui, mais attendez. Ce que fait la Corée du Sud, c'est de la médecine. On détecte, on traite les gens qui sont contaminés et on soigne ceux qui sont malades. C'est tout à fait normal. Oui. Et il n'y avait pas question de confinement dans cette histoire. Ce qui s'est passé en Chine, c'est dans une autre culture. En Chine, le confinement n'avait aucun rapport avec la maladie. Il avait un rapport avec une question politique qui se posait là-bas. C'est pour ça on mélange tout. Si vous voulez, la Chine, c'est une autre culture dans laquelle, depuis l'Antiquité, on explique que la légitimité de l'empereur lui vient des dieux et que les dieux peuvent retirer le mandat céleste. Ça se manifeste par des épidémies ou des tremblements de terre. Bon. Quand les autorités régionales du Hubei ont dû affronter cette maladie, elles n'ont rien fait en fait. Elles ont même fait taire les médecins qui signalaient les problèmes. À un moment donné, la population du Hubei a dit ces gens ne sont pas légitimes, ils ne font pas leur travail de gouvernement régional. Et ceci a mis en cause la légitimité de l'autorité du Parti communiste chinois dans l'ensemble du pays. Donc, le Conseil d'État, ou le gouvernement, si vous voulez, central à Pékin, a repris les choses en main. Et il a envoyé son Premier ministre dans le Hubei pour donner des ordres à ce gouvernement régional totalement incompétent. Donc, cet ordre, c'était de construire des hôpitaux pour pouvoir recevoir les gens qui étaient malades et de pouvoir identifier ceux qui étaient contaminés. Donc, pour l'identification, parce que c'était très tard, pour l'identification, on a assigné les gens à résidence et on a fait passer en même temps, tous les 2 jours, des inspecteurs dans tous les appartements pour tester les gens.
Et quand quelqu'un avait de la fièvre, on l'envoyait subir un test dans un hôpital, et s'il était contaminé, on lui donnait de la quinine, en fait, et s'il était malade, on le soignait avec des respirateurs artificiels et de l'interféron. Donc, la raison pour laquelle il y a eu un assignement à résidence en Chine n'a aucun rapport avec la situation française. D'accord. Mais parce que moi, si vous voulez, j'en étais arrivé à me dire, vous, au réseau Voltaire, vous alertez quotidiennement les gens sur le fait qu'il y a des laboratoires américains, des laboratoires militaires, des laboratoires spécialisés en bactériologie un peu partout sur la planète. On l'a vu en 2009 en Géorgie, il y a eu la grippe porcine. Ça correspondait Oui. juste avant, si vous voulez, ce scandale avec Roselyne Bachelot et le H1N1, où on a vu une politicienne qui était fortement impliquée dans le lobbying pour les groupes pharmaceutiques, commander des millions de vaccins et surestimer finalement un virus qui était beaucoup moins virulent que la grippe. Aujourd'hui, quand on regarde ce virus, la Covid-19, on a l'impression, on regarde les statistiques, on voit que on n'est quand même pas à un taux de mortalité équivalent à celui de la grippe encore pour le moment, et on se demande s'il n'y a pas eu quelque part un effet de reproduire le phénomène qu'on a vu avec Roselyne Bachelot et le H1N1. Ah, ça, bien sûr qu'on doit se poser cette question. Mais encore une fois, la question d'évaluer la politique publique en Italie et en France est différente de savoir pourquoi les gens réagissent comme ça. Il y a beaucoup d'explications possibles qu'on ne peut pas établir avec certitude aujourd'hui. Pour le moment, ce que vous nous dites, Thierry Messon, c'est... Oui. Pour le moment, ce que vous nous dites, c'est que... Attendez, je voulais d'abord dire que si vous êtes responsable d'un État, vous avez l'obligation d'aider vos concitoyens. Bon, c'est normal que ces gouvernements cherchent à arrêter cette épidémie. Pour le moment, le gouvernement français ne cherche pas à l'arrêter. C'est incroyable, il ne cherche pas à l'arrêter. Il cherche à l'étaler dans le temps. C'est complètement différent. Oui, et c'est pour pas ça une réaction. C'est pas une réaction pour aider les gens. C'est une réaction pour gérer des hôpitaux après 30 ans d'avoir fait n'importe quoi avec ces hôpitaux. C'est tout. Ah oui, mais ben, moi justement, Monsieur Messon, je vais un peu plus loin. Je me pose la question de savoir si c'est pas intentionnel, parce qu'on a l'impression que c'est un peu fermer les portes et vous voyez ce qui se passe avec les populations, parce qu'on a l'impression que ils sont en train de tester. Je vais vous dire, on va prendre une version un peu catastrophiste, on va dire. On a des références au Georgia Guidestone, à l'aéroport de Denver. On a des références récurrentes de certains groupes élitistes qui constamment font une pression psychologique en prétendant qu'ils vont pousser à une crise mondiale. Ils s'en cachent même pas, je veux dire, ça a été filmé. Hein. Vous connaissez peut-être l'ancien gouverneur du Minnesota, Jesse Ventura, est allé filmer. Vous connaissez peut-être aussi le travail d'Alex Jones sur l'effet McKemp qui viennent d'être activés. 2008-2012, on a eu des crises qui ont été poussées, notamment par le secteur spéculatif, et ça n'a pas fonctionné. On peut se poser légitimement la question aujourd'hui si ça n'est pas une énième tentative de certains groupes élitistes de créer une panique mondiale pour justifier un agenda mondialiste et des lois liberticides. Moi, je mets les pieds dans le plat. On va aller directement au cœur du sujet parce que là, on vient d'apprendre qu'Agnès Buzyn, vous avez divulgué le travail de Monsieur Raoult, Didier Raoult, pour la chloroquine. Oui. On se rend compte que Buzyn... Je ne l'ai pas divulgué, il est connu dans le monde entier, le professeur Raoult. Donc, mais intelligemment, vous l'avez relayé. Il a repris l'explication
du travail des Chinois qui avait expliqué que qui avait exposé que la chloroquine, hein, pour le médicament contre le paludisme, était efficace. Et on se rend compte qu'Agnès Buzyn, au mois de janvier, a fait passer la chloroquine comme un élément vénéneux. Je veux dire, c'est quand même très curieux cette concomitance de prise de décision entre des gens qui... Oui, bien sûr. On ne peut pas passer à côté de ça et se dire que c'est d'accord avec vous. Et on doit aussi remarquer que le mari de Madame Buzyn était le responsable du laboratoire P4 à Wuhan. Bon, donc effectivement, tout ça est très bizarre. Mais c'est une autre question. Oui, mais quand vous l'additionnez... Nous avons d'abord... Quand vous l'additionnez à ce que vous attendez. Moi, je dis d'abord, nous devons soigner nos concitoyens. Le dépistage. Et soigner les concitoyens, ça n'est pas les assigner à domicile. C'est deux choses complètement différentes. Pour le moment, rien n'est fait en France de manière générale pour soigner les gens parce qu'il n'y a pas de test en France. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette décision de confiner les gens en France paraît être concomitant à cette prise de décision sans l'aval des populations, contre les populations. Parce que si vous connaissez un virus, que vous connaissez la solution et que vous interdisez cette solution avant que le virus arrive et qu'après vous confinez les gens, on a la possibilité de se poser la question, est-ce que ce n'est pas intentionnel, justement, pour créer une terreur et justifier ces lois liberticides? Vous voyez, on peut se poser la question si ce n'est pas concomitant, cette prise de décision de confiner les gens. On doit se poser la question. Pour le moment, je pense qu'il est trop tôt pour répondre à ça. D'accord. Vous ne voulez pas vous avancer parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. C'est pour ça. D'accord. Oui, il n'y a pas assez d'éléments qui soient vérifiables. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui sont possibles, mais il y a peu d'éléments vérifiables. Donc, je dis, pour le moment, contentons-nous d'évaluer la politique publique. Et la politique publique n'est pas une politique médicale. Il ne s'agit nullement d'aider à la santé publique. La politique actuelle, c'est gérer les hôpitaux, parce qu'on ne l'a pas fait pendant 30 ans. Mais c'est là qu'on rajoute la question de pourquoi la BCE débloque des centaines de milliards, et alors que le Portugal a réussi à mettre en place une politique de dépistage pour la totalité de sa population, pourquoi, alors qu'elle est plus du 40e rang mondial, la France, qui est au 6e, ne peut pas débloquer des fonds pour avoir une fourniture de matériel de dépistage pour les populations, alors qu'ils sont prêts à débloquer des sommes énormes pour des banques privées. Et puis, à un moment donné, excusez-moi, c'est quand même extrêmement préoccupant. Bien sûr. Mais je prends les choses dans l'autre sens, si vous voulez. Que devait faire le gouvernement italien et le gouvernement français? Ils devaient faciliter le travail du corps médical en généralisant les tests pour déterminer qui a besoin de traitement et éventuellement de soins. Mais ça, il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait, ça aurait coûté de l'argent, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour ces tests, il faut beaucoup d'argent pour acheter des matériels respiratoires qui sont très insuffisants en quantité dans les hôpitaux français, d'accord. Mais de toute manière, supposons qu'on ait dépensé quelques milliards pour ça, ça n'a aucun rapport avec l'argent que va coûter l'assignation à résidence, la fermeture de toutes sortes d'entreprises, le paiement des gens qui sont assignés chez eux, etc. Bon. Donc, c'est une gabegie sans nom, cette politique. Et de la part d'un ancien ministre des Finances, c'est quand même, excusez-moi, mais c'est incompréhensible. C'est vraiment, il est difficile d'être plus incompétent, quoi.
Ouais, et puis les gens sont bloqués dans le côté spectaculaire en France, donc ils sont totalement pris pour le moment sur le côté spectaculaire. Les gens sont complètement dociles et accompagnent pour partie les décisions du gouvernement. Mais je Oui, pense que mais parce il y a une grande confusion dans les concepts. Par exemple, les gens confondent la quarantaine avec l'assignation à résidence. C'est deux choses complètement différentes. Une quarantaine, d'abord, ça ne s'est pas pratiqué partout dans le monde, ça s'est pratiqué en Europe, enfin en Occident en général, mais en Asie et dans le monde arabe, il n'y a pas d'histoire de la quarantaine. Ça n'existait pas par le passé. Bon. Toujours est-il que les quarantaines qu'on a pratiquées en Occident, c'était uniquement dans les ports que l'on pratiquait ces choses-là. Et il s'agissait d'isoler des personnes que l'on pensait malades ou véhiculant une maladie, de les isoler pour qu'elles ne transmettent pas cette maladie dans le pays. Là, il s'agit tout à fait d'autre chose, puisque l'assignation à résidence ne concerne pas les gens malades, elle concerne les bien portants. Et on dit aux bien portants, voilà, vous restez chez vous parce que vous allez tomber malade, mais ce n'est pas l'heure pour ça, il faut attendre pour tomber malade. C'est n'importe quoi. oui, oui, on ne se rend pas compte encore à quel point c'est. Peut-être que de l'extérieur, pour vous, c'est plus évident de le voir, mais c'est vrai qu'il y a les médias en plus jouent un rôle de terroriser les gens. Il y a quand même une volonté de faire peur aux gens. De... Moi, je couple ça à un comportement que j'avais vu avec Ségolène Royal. À un moment donné, ils avaient fait mettre des gamins, des adolescents, parce qu'il y avait des révoltes un peu étudiantes. Ils les avaient fait mettre à genoux devant un mur et la main derrière la tête en disant que ça leur apprenait un peu à vivre. On a l'impression qu'il y a une volonté d'apprendre aux gens à s'acclimater à un monde orwellien quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un comportement psychopathe un peu des autorités, je suis désolé de le dire. Moi, je dirais un comportement sociopathe, parce que le problème, et c'est le problème du gouvernement français, hein, c'est le problème personnel de M. Macron, c'est une personnalité sociopathe, c'est-à-dire quelqu'un qui trouve un plaisir à violer les tabous autour de lui. Et il trouve ce plaisir non pas comment dire, en faisant la chose interdite parce qu'il aurait envie de la faire, mais euh, en, en surprenant les gens autour de lui. C'est ça son plaisir. Donc, c'était très évident dans ces deux allocutions télévisées. On voit bien que cet homme jouit particulièrement du pouvoir qu'il trouve à l'occasion de cette épidémie. Bon. Mais tout ça, ce sont des explications des comportements qui ne rendent pas compte des difficultés des gens qui sont au pouvoir. Et quand Madame Bachelot a acheté des millions de masques qui n'ont servi à rien du tout et qu'elle a décidé une vaccination générale qui n'a pas été beaucoup suivie et qui de toute manière n'a pas été suffisamment suivie pour pouvoir avoir un impact médical, hein, un impact démographique. Évidemment, pour les personnes elles-mêmes, individuellement, il y a un impact. Mais en termes démographiques, il n'y en avait pas du tout. Donc, Madame Bachelot, elle était ministre de la Santé, elle se sentait responsable si des gens allaient mourir, elle voulait faire quelque chose. Comme elle vient du secteur pharmaceutique, et sa première préoccupation, ça a été de téléphoner aux gens qu'elle connaissait, de leur acheter des quantités phénoménales de choses. Elle l'a fait d'autant plus, comment dire, avec autant d'allégresse qu'elle, par le passé, elle défendait les intérêts de ces gens-là. Bon, c'est assez clair. Mais
je ne pense pas qu'elle ait fait ça Vous êtes gentil avec elle, hein, quand pour même. détourner de l'argent public. Vous voyez. Non, mais elle n'a pas cherché à détourner de l'argent public, elle a cherché à venir en aide aux gens. Sauf que elle a montré son incompétence de cette manière. Et elle a coûté des milliards à la collectivité locale, à la collectivité nationale. Vous n'allez pas Là, jusqu'à... c'est pareil. Non, je ne vais pas l'accuser d'avoir cherché à détourner de l'argent public. Je ne me permettrai pas ça, à moins évidemment qu'on me fournisse des preuves. Vous Mais ne bon, moi, pensez je ne pas me que permettrai pas ça. c'est une arnaque au profit des groupes pharmaceutiques avec un faux virus encore, et puis une commande de vaccins. Et les gens ont été intelligents. Une commande de 90 Non. millions de vaccins, il n'y en a que 6 millions qui ont été utilisés. On peut dire que les gens n'ont pas été dupes sur cette histoire de 2009-2010. D'abord, ce n'est pas un faux vaccin. Il a été Un faux identifié, virus. analysé par de nombreuses personnes, tout ça. Bon. Ce que je veux dire par là, Maintenant, c'était virus artificiel de laboratoire. Parce que ça, c'est tout à fait possible. le H1N1 Ça, et c'est tout à fait le H1N1 et le SRAS, on voit qu'on a des études publiées où il y a des groupes qui publient des brevets en inventant des nouvelles grippes. On le voit puisqu'on on a accès aux brevets, donc on sait si c'est des virus inventés ou pas. Hein. Pour savoir si un virus est inventé, il faut voir s'il y a des implants dedans, etc. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste des virus, hein, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, mais la gestion de l'État, ça, c'est ma compétence, oui. Donc, quand Madame Bachelot ou Monsieur Macron agissent de cette manière, je constate que ce qu'ils font n'est pas du tout adapté aux problèmes qui se posent. C'est juste ça que je veux apporter. Et je trouve incroyable qu'en France, il n'y ait aucun responsable politique qui s'élève contre cette assignation à résidence. Oui. Mais Monsieur Messan, vous avez quand même publié un article sur une réunion à Davos en 2019 avec de nombreux dirigeants sur le coronavirus avant la crise. Faut quand même, on peut en parler. Alors, c'était à New York, c'était pas Davos, mais c'était organisé par le forum de Davos. Et c'était le forum, le scénario du forum avait été conçu par l'université Johns Hopkins et le financement de cette affaire avait été fait par la fondation Bill Gates. Donc, ça consistait à réunir 15 personnalités pendant une journée et à voir quelle serait leur réaction en cas d'une épidémie de coronavirus. Ça s'est tenu un mois avant l'épidémie, puisque maintenant on sait quand l'épidémie a commencé, mais donc c'est un mois avant l'épidémie. Et ce qui est assez surprenant, alors vous pouvez aller voir sur le site de la fondation Johns Hopkins ou de l'université Johns Hopkins, vous trouvez les vidéos de cette réunion. Donc, ce qui est frappant, c'est que les gens qui étaient là, il y avait 15 personnalités invitées, à 2 exceptions près, ça n'était pas des médecins. C'était des chefs d'entreprise qui devaient voir les conséquences dans leur secteur d'activité, dans le transport, dans les postes, etc. Et le tout en présence de la sous-directrice de la CIE. Voilà. Donc, évidemment, quand on a affaire à une réunion comme ça, on peut se demander si ces gens-là ont eu, comment dire, ils ont été capables de se poser à l'avance la question que ferions-nous en cas d'épidémie, ou on peut se demander s'ils n'étaient pas en train de préparer cette épidémie. Évidemment, c'est tout à fait logique de se poser les 2 questions. Parce que je vous dis ça parce que, bon, moi je travaille dessus depuis un moment quand même. J'ai fait une interview récente d'Arlé Schlanger. Peut-être que vous connaissez ce monsieur? Non, je ne connais pas, non. Alors, c'est le groupe Lyndon LaRouche qui a été un
qui a été momentanément un conseiller de Donald Reagan, avec, si vous voulez, des connaissances comme Roger Stone. Vous voyez Roger Stone, qui a été aussi un conseiller, un proche, qui a eu beaucoup d'influence sur Donald Trump. Et cet Harley Schneider, qui est un spécialiste quand même assez pointu au niveau de l'économie, on a parlé du malthusianisme. Et il m'avait fait remarquer que le mari de la reine d'Angleterre, Philippe de Moonbaden, avait expliqué à une réunion au profit d'assurance en Suisse que, et on est dans l'aspect malthusianiste là profond, il voulait être réincarné en virus meurtrier pour régler le problème de surpopulation. On peut expliquer quand même qu'il y a une idéologie de vouloir régler le problème de surpopulation par les virus et que le fondateur de l'écologie, puisque le mari de la reine d'Angleterre a fondé le WWF, tout ça n'est pas étranger. Il y a une idéologie qui a cette mentalité de vouloir régler un problème d'écologie, de surpopulation par les virus. Ça existe, il faut le dire aussi. Oui, ça existe, mais ce n'est pas le coronavirus qui va régler ce problème. C'est un virus qui a une létalité extrêmement faible. Ah, alors ça aussi, c'est bien de le dire, parce qu'il y a une panique, mais on voit que la virulence la létalité de ce virus n'est quand même pas au niveau de la grippe non plus. Parce que les médias affolent les gens, mais quand on regarde les statistiques, il n'y a pas autant de morts que ça. Beaucoup de spécialistes disent que ça apparaîtra même pas dans les statistiques. Oui, ça n'apparaîtra pas, oui. C'est pas beaucoup de spécialistes, même l'OMS le dit, même l'OMS. Même l'OMS le dit. C'est le directeur de l'OMS, quand il a organisé ça doit être il y a un mois et demi, il a organisé un grand colloque sur le coronavirus. Il n'y est même pas allé lui-même. Alors, pour lui, c'était secondaire, ça. Oui. Il est allé soigner l'Ebola en Afrique. Ce jour-là, il était là-bas. Ces 2 jours, il était là-bas. Oui. Et parce que là, l'Ebola, ça, c'est quelque chose qui tue pour de vrai. Oui. Il y a en quantité. Oui. Alors, par contre, on voit que la létalité du virus n'est pas la même partout. Par exemple, moi, je vais vous le dire, j'ai 50% de mes origines sont lombardes. Je me pose encore la question de pourquoi la Lombardie est à ce point touchée. Il y a 8% de cas de mortalité sur les personnes infectées, alors qu'en Allemagne, pour 16 000 personnes touchées, il n'y en a que 47. Donc on peut se dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence? J'ai eu l'explication ce matin par le professeur Trotta, la vidéo du professeur Trotta qui expliquait que les 90% des gens en Italie qui étaient touchés, c'était des hommes de plus de 89 ans ou plus de 79 ans, et qu'ils avaient déjà des problèmes, des 3 pathologies, et qui leur ont donné des traitements qui les ont tués, en fait. Oui, alors là, il faut voir qu'il y a une réaction tout à fait raciste des autorités politiques en Europe qui considèrent que les traitements qui ont été utilisés en Chine ne doivent pas l'être en Europe. Alors, vous parliez de la coloquinte, enfin la quinine, la chloroquine. La chloroquine, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. La chloroquine. Oui. Bon. Alors, mais c'est également le cas pour l'interféron. Parce que en Chine, les autorités se sont doutées que il y avait un médicament qu'on pouvait utiliser dès qu'il y avait une fièvre, des symptômes de la toux, etc. Bon, donc, ok, ils ont utilisé celui-là, mais pour les gens gravement malades, il fallait autre chose. Et là, pour soigner la maladie, ils ont utilisé de l'interféron cubain. Alors, le président Xi a lui-même appelé le président de Cuba pour le féliciter parce que les équipes cubaines sont venues en Chine, ils ont organisé un laboratoire, ils ont commencé en quelques jours, ils ont commencé à fabriquer une forme particulière d'interféron, et c'est cet interféron qui a permis de soigner les gens en Chine. Mais jamais en Europe, on ne va accepter cet interféron parce qu'il est cubain.
Et quand même, ce ne sont pas les Chinois et les Cubains, deux pays communistes qui vont nous dire ce qu'il faut faire, quoi. Donc, tout ça, c'est malheureusement des a priori stupides. Je comprends ce que vous voulez dire, parce qu'il y a quand même une culture cubaine de la médecine qui est internationalement reconnue par les experts, et on a l'impression qu'on a des gouvernements bureaucrates européens qui font tout ce qu'il ne faut pas, quoi, finalement, hein, sur les prises de décision. Fidel Castro était très intéressé par la question du cancer. Et je ne sais plus trop quand, c'était dans les années 80, mais je ne sais plus trop quand. Il y avait un médecin en Finlande, je crois, qui disait il faut utiliser un certain médicament, c'était l'interféron. Donc, il n'arrivait pas à convaincre en Europe. Et Fidel Castro l'a fait venir à Cuba, où il a mis au point une forme d'interféron que les Cubains utilisent depuis. Par la suite, comme Cuba avait quand même des résultats tout à fait extraordinaires, les laboratoires occidentaux ont commencé à fabriquer de l'interféron, qui vaut chez eux 20 fois plus cher qu'à Cuba. Hein. Mais il y a un retard lorsque la solution est trouvée par des non-occidentaux. Il y a un retard quand la solution est trouvée par des non-occidentaux. C'est-à-dire que pour que les gouvernements qui ne sont pas touchés valident ça, il y a un temps où les gens sont peut-être sacrifiés sur l'autisme de ces responsables, finalement. Oui, mais c'est pas seulement les gouvernements. Hein. Les médecins sont dans la même situation. Il y a un a priori culturel en Occident contre toute innovation technique venant de l'extérieur. C'est tout. Et Monsieur Messan, on se rappelle que dans une interview récente, on avait travaillé le sujet des privatisations et le fait que, par exemple, vous aviez dit, je ne me rappelle plus de son nom, attendez, ça va me revenir, le plus grand organisateur de vente d'armes au travers de la Syrie, c'était un spéculateur financier qui était derrière Macron. Vous vous rappelez à peu près le personnage, c'est Kravitz, voilà, Kravitz. On parlait du fait que les privatisations avaient engendré, si vous voulez, des dérives éthiques très importantes et une accentuation de ce qu'on connaissait dans le passé, des problèmes de vente d'armes, de trafic en tout genre. Est-ce que vous diriez que dans le cas du coronavirus, on a possiblement, hein, puisque je vois que vous voulez quand même pas prendre, vous voulez pour l'instant rester mesuré puisqu'on n'a pas assez d'éléments, est-ce que vous diriez qu'on est possiblement devant une dérive du secteur privé où on a complètement mis l'éthique de côté, qu'on se sert de virus comme des d'armes économiques? Voilà. Non mais de toute manière, il y a des gens qui profitent de cette crise. De toute manière. Quand il y a une crise, il y a toujours des gens pour profiter. Et là, il y en a certainement beaucoup. Actuellement, il y a toute une série de sociétés qui font faillite en cascade. Et certaines de ces sociétés sont rachetées par d'autres. Par qui? On verra quand ce sera terminé, parce que pour le moment, on ne peut pas savoir. Mais il y a des échanges en bourse qui sont considérables actuellement. Et ces échanges sont pilotés par qui? Par des Chinois, par des États-Uniens, par des Émiratis, par des gens très différents. Donc, ça ne permet pas de dire que le secteur privé en général, ce sont des profiteurs. Mais oui, il y a des profiteurs dans le secteur privé, c'est sûr. Il y a ça, mais ce que je voulais dire, c'est parce que je l'ai mal expliqué. Est-ce que la captation de ce qui relevait du secteur public et de l'éthique qui allait avec par le secteur privé a engendré une dérive, notamment au niveau des laboratoires, des virus et de ce genre de choses, une dérive qui va avec les privatisations et l'utilisation extrêmement agressive
d'une forme de pouvoir par ces bactéries pour une guerre économique. C'est ça que je voulais dire, parce qu'on peut toujours spéculer sur une situation. Ça, c'est une chose, des prédateurs, il y en a. Mais d'utiliser une bactérie ou un virus comme d'une arme économique, ça va plus loin. Ça relève aussi du domaine... je sais pas, c'est la collusion pour moi entre... Oui, quand Kravitz débauche le général Petraeus pour faire de la vente d'armes, à un moment, il y a une dérive et une captation du secteur public par le secteur privé qui fait que l'éthique est complètement délaissée, qu'on est vraiment dans des comportements extrêmement négatifs. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais je pense que là aussi, ça n'est pas vrai au niveau mondial, dans la mesure où, si on prend le cas des États-Unis, ça n'est pas du tout un État au sens de la France. Il n'y a pas de fonction publique aux États-Unis. Ça n'existe pas, ça, là-bas. Il n'y a pas une éthique de l'État. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez... Donc, en fait, oui, allez-y. Vous avez dit Trump ne pouvait pas prendre la décision de confiner. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de confinement aux États-Unis? Il me semblait qu'ils étaient confinés aussi, pareil. Je ne dois pas bien avoir compris. Non, il y a des confinements. Il y a des confinements à New York, en Californie, on en aura peut-être bientôt en Floride, mais ce n'est pas une décision nationale. C'est pas le fait du président. Les États-Unis, c'est pas une nation. C'est pas le fait du président, ce sont les gouverneurs qui prennent les décisions à ce niveau-là? Oui. Oui. D'accord. Ok. Je savais pas. J'avais cru comprendre que Trump avait demandé au confinement, mais j'ai du mal à suivre l'histoire. Trump peut demander au gouverneur de le faire, mais il ne peut pas le faire lui-même. Il ne peut pas le faire lui-même, d'accord. Parce que là, vous voyez, il a autorisé la chloroquine à être utilisée comme traitement du coronavirus Covid-19. Oui, ça, c'est sa responsabilité. Parce qu'il y a une agence fédérale pour ça. D'accord. Mais je pense que, écoutez, si c'est un cas de figure, hein, je sais que vous ne voulez pas vous embarquer là-dedans, mais si on pense qu'il y a une opposition entre mondialiste, gaucho-mondialiste et national-sionisme, résurgence du national-sionisme, on aurait pu penser que cette histoire de coronavirus était un chantage de la prolongation de l'ère d'Obama, on va dire, hein, et de son accaparement du secteur bactériologique pour empêcher Trump, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand même, les meetings de Trump, c'est les gens sont tous serrés en masse dans les meetings. Ils peuvent plus le faire. On peut penser qu'il y a eu un chantage comme ça à l'élection de Trump et un espèce de coup de poker de ce gaucho-mondialisme qui n'a pas voulu lâcher l'affaire finalement et qui a voulu faire un énième coup pour stopper. Parce que la Lombardie, c'est pareil, c'est quand même le fief du nationalisme italien et du côté patrimonial italien. Donc on peut quand même trouver bizarre que ça favorise quand même, a priori, certains en perte de vitesse par rapport à d'autres qui étaient en train de monter. On peut se poser ces questions. Oui, bien sûr, on peut se poser ces questions, mais écoutez, moi je pense que si cette affaire a été organisée, les enjeux sont d'une autre nature. Ah, n'hésitez pas à décliner, hein, on est là pour ça. non, mais attendez, on est dans l'hypothèse, là, l'hypothèse. Alors, bien sûr. Il nous faut d'autres éléments pour étayer l'hypothèse, mais bon, écoutez, je constate que les médias dans presque tous les pays du monde aujourd'hui ne parlent que de coronavirus. Il n'y a plus rien d'autre, mais vraiment rien d'autre. Si vous regardez les actualités à la télévision française, on ne parle que de ça. Il n'y a rien d'autre dans le monde que le coronavirus. Si vous lisez la presse française, vous ne trouverez rien. Vous savez, là, en ce moment, par exemple, la guerre vient de reprendre au Yémen, les forces britanniques et US sont débarquées à Aden. Vous n'en avez pas entendu parler. Oui, d'accord. Oui, ça, c'est la situation que en plus, vous êtes proche. D'ailleurs, sur le théâtre syrien, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit à Idlib que les Russes
on commençait à être un peu moins, comment dire, accommodant avec la Turquie, mais que ça suffit pas, visiblement. Je ne pense pas que les Russes soient très accommodants avec la Turquie. Je pense que À, 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 il y a une, à chaque je coup, pense qu'il y a une incompréhension. Pardon? à chaque coup, ils les Allô? laissent. À chaque coup, ils essayent de leur trouver une excuse pour trouver une trêve. Et à chaque coup, les Turcs en profitent pour réarmer les djihadistes avec les Américains. À un moment donné, quand est-ce que les Russes vont arrêter de faire quand est-ce qu'ils vont être intransigeants définitivement, quoi? C'est ça qu'on se dit. Je pense que cette technique permet de gagner kilomètre après kilomètre et que tout ça se termine lentement. Vous pensez que Vous c'est une n'avez meilleure. jamais vu l'armée russe, vous n'avez jamais vu l'armée russe reculer devant la Turquie. Ah d'accord. Donc vous pensez que c'est une stratégie lente de joueurs d'échecs, mais qui est beaucoup plus raisonnée que d'être complètement intransigeant, de bombarder massivement et les Turcs et en fait toutes les puissances étrangères qui ne sont pas chez eux, hein. On pourrait dire, tiens, les Russes pourraient Oui, être oui. intransigeants, ne pas faire de trêve et ça serait réglé plus vite. Mais ça, vous dites que c'est pas intelligent. Non, non, non. Est-ce que vous savez que le ministre de la Défense britannique s'est rendu illégalement en Syrie ces jours-ci? C'est une chose étonnante. Euh, Tout le monde joue en Syrie et tout le monde le cache. Donc, pour la Syrie elle-même et pour ses alliés, iraniens et russes, le problème, c'est de gagner du terrain sans avoir à provoquer quelque chose qui ne soit plus gérable et qui tourne éventuellement à l'affrontement généralisé même. Vous savez, au début de cette guerre, il y avait la plus grande coalition de l'histoire contre la Syrie, ce qu'on appelait les Amis de la Syrie. Hein. Il y avait 114 États, je crois, qui avaient signé contre la Syrie. Et les uns après les autres, ils s'en vont. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer un peu? Ce que je signale, c'est qu'il est venu euh, en, en lien avec l'armée turque et qu'il s'est rendu à Idlib pour inspecter les postes d'observation de l'armée turque D'accord. en Et territoire étranger. Il faut quand même comprendre, hein. C'est une violation insensée du droit international. ouais, on avait vu Madame Kraft, il n'y a pas si longtemps de ça, demander aux avions russes de rester au sol alors que les Russes avaient l'aval du gouvernement syrien en Syrie pour faire intervenir l'aviation alors que les autres ne l'ont pas. Ces gens ne manquent pas de toupet quand même, hein. Hein. Oui. On m'a dit, Euh, vous savez, c'est une manière de penser tout ça. typiquement. Récemment, là, j'ai regardé une série américaine très amusante. Je ne sais plus, Madame la secrétaire ou quelque chose comme ça. Et le personnage du président des États-Unis disait ah oui, ils vont pas être contents qu'on viole leur souveraineté en parlant d'un pays quelconque. Voilà, ils vont pas être contents qu'on viole leur souveraineté. Mais c'est incroyable de penser de cette manière. Et le droit ne compte pas. Ça me fait penser ce que vous me dites au comportement du président philippin envers l'administration Obama, qui était tellement largué et qui avait une idéologie tellement immature et paumée qu'ils les avaient envoyés valser avec des insultes tellement ils n'étaient pas respectables, quoi. On avait avec Obama quand même une grosse insanité et on se demande pourquoi ça persiste sous Trump et que Trump n'arrive pas à faire le ménage de ça parce que on le voit dans les médias, il est quotidiennement attaqué par des accusations totalement ridicules. Moi, j'en parlais avec Harley Schlenger. Les accusations d'ingérence russe aux États-Unis, c'est ridicule. C'était pour cacher l'affairisme crapuleux des Biden, de Nuland, de Clinton, Non, notamment. c'était pas pour ça au départ. Non, Ouais, non, non, c'était pas pour ça au départ. C'était une stratégie pour renverser un homme qui n'aurait jamais dû, selon ce camp-là, qui n'aurait jamais dû se trouver à la Maison Blanche.
Bon, alors après l'affaire russe, c'est l'affaire ukrainienne, et demain, ça sera une troisième. Bon, Oui, je voilà. dis ça parce qu'il y avait cette histoire d'Ukraine Gate où la famille Biden s'est retrouvée en réalité à faire un chantage sur une enquête contre le fils de Biden pour corruption envers une compagnie pétrolière. Et on se rend compte que l'accusation d'ingérence de la Russie aux États-Unis sert à couvrir l'ingérence américaine contre les Russes, notamment en Ukraine, mais aussi à chaque coup, les gens qui font des interférences dans les élections des autres pays, c'est quand même les Américains et les Anglais par excellence. Et ils passent leur temps à accuser de manière Oui, oui. inversée les Russes de leur travers. On a une mentalité qui est totalement inversée. C'est quand même assez sidérant. Si on calcule pas la Oui. mentalité, je, Il je, faut, il faut comprendre chaque intervenant avec sa propre culture et ne jamais considérer que tout le monde pense de la même manière. Jamais considérer ça. Donc, en Russie, lorsque l'État russe prend une position à l'international, elle est toujours fondée en droit, toujours. En tout cas, euh, depuis 120 ans, c'est comme ça d'une manière absolue. Lorsque au Royaume-Uni prend une position en droit international, c'est en fonction de l'intérêt du pays. Vous avez actuellement, par exemple, les Nations Unies ont sommé le Royaume-Uni de se retirer d'un territoire qu'il a colonisé et dont, à la suite de quelques magouilles insensées, il prétend que les gens se sont librement déterminés pour être britanniques, mais simplement il a expulsé la population. Il a fait, bon. Donc là, le gouvernement britannique dit que, eh bien, c'est comme ça et ça ne changera pas. Donc, ce que le droit international stipule, confirmé par les tribunaux de l'ONU, et ce que l'Assemblée générale, la plus haute instance de l'ONU, que l'Assemblée générale vient d'établir, ils n'en ont rien à faire. Pour ce qui est des États-Unis, c'est différent. Eux, ils ont non pas l'intérêt national qui prévaut, ils ont une idéologie religieuse, l'exceptionnalisme. Donc, selon cette idéologie qui est présente dans l'histoire américaine depuis la création des États-Unis, ils disent nous sommes un peuple béni par Dieu qui s'est enfui, qui a quitté l'Angleterre de l'horrible roi britannique qu'il compare au pharaon, et nous avons traversé la mer Rouge, c'est-à-dire l'océan, et maintenant nous sommes le peuple élu qui a créé une nation sous Dieu. Tous les présidents des États-Unis ont tenu ce discours, je ne fais pas un baratin comme ça. Tous ont tenu ce discours, sauf plus ou moins Donald Trump qui n'a pas eu exactement ce genre de paroles, mais je pense que c'est peut-être que je n'ai pas examiné tous ses discours et qu'il a dû dire ça à des endroits où je ne le connais pas. En tout cas, dans cette conception, les États-Unis, c'est le bien et le reste du monde, c'est le mal. Donc, quand le reste du monde décide quelque chose, ça ne concerne pas le camp du bien. Là, ces jours-ci, les États-Unis ont enlevé au Liban une personne qui est un tortionnaire très connu, un collaborateur des armées d'occupation israéliennes. Bon. Donc ils ont fait pression sur le tribunal militaire pour qu'on le sorte de la prison militaire. Et là, ils l'ont enlevé et ils l'ont amené à Chypre sans passer par la frontière. Bon. Et ça leur paraît normal. Le président Trump s'en est félicité. Mais tous les autres présidents des États-Unis auraient fait la même chose. ouais, mais vous leur trouvez une Donc, excuse ce en sont des disant. manières de penser. Vous leur trouvez une excuse Pardon?
vous semblez leur trouver une excuse en prétendant qu'ils sont, sincères dans leur foi, alors que, quand même, faut pas exagérer, ils se cachent derrière la foi pour leur affairisme crapuleux. Hein, leur foi de façade, je veux dire, en tant qu'Européens, on n'est pas dupes quand même. Vous les pensez sincères dans leur foi? Vous n'êtes pas dupes, mais les gens aux États-Unis sont dupes. D'accord. Vous les pensez sincères dans leur foi, alors? Non, je dis pas ça, je dis qu'ils ne perçoivent pas les choses de la même manière que nous. Oui, mais je comprends bien, mais à un moment donné, il faut savoir leur dire. Vous ne croyez pas qu'à un moment donné, il faudrait que quelqu'un soit capable de leur dire qu'ils arrêtent leur cirque de manière claire et directe? On a l'impression qu'il y a toujours une soumission européenne à cette mentalité américaine et que personne n'a été capable de les recadrer. Pour moi, c'est des sales gamins immatures qui vont vraiment, qui partent vraiment en vrille, on va dire. Et à un moment donné, il faudrait peut-être qu'il y ait des adultes européens pour les recadrer. Or, on voit qu'il n'y a jamais eu de responsable politique européen capable d'avoir un discours clair envers eux. Et c'est peut-être ça qui fait que ça ne marche pas. Oui, mais non, ce qui fait que ça ne marche pas, et que ça ne peut pas marcher, c'est que nous sommes chacun différents et que personne n'a de légitimité à donner des remarques aux autres, en fait. Ah, vous pensez à juste titre que les États-Unis n'ont pas à donner des remarques à la France, et la France n'a pas de remarques à faire aux États-Unis. Ouais, mais le fait est, oui, c'est une nation tout à fait immature, oui. C'est mon point de vue. Après, vous dites, moi j'aurais espéré qu'on aurait des dirigeants capables de recadrer un peu cette immaturité et de remettre les gens à leur place, avec une légitimité morale. C'est pour ça que les gens ne parlent pas de morale, veulent pas la morale, mais quelqu'un qui a fait un parcours légitimement moral peut se permettre de recadrer les gens qui ne le sont pas. C'est ça que je veux dire. Alors après, vous pouvez me dire la classe politique est trop corrompue, il n'y a pas de gens comme ça. Et on peut espérer qu'un jour, mais il y ait non, quand même... c'est pas ça que je dis. Non, c'est pas ça que je dis. D'accord. Moi, je vous dis, par exemple, pour le cas de cette affaire des États-Unis, le président Hugo Chavez est allé à la tribune de l'ONU et quand il a succédé au président Bush, il s'est signé, il a fait un signe de croix et il a dit, je ne sais plus, ça sent le soufre. La personne qui est venue avant, c'était le diable et ça sent le soufre ici. Oui. Ou le président Ahmadinejad, dans un discours à l'ONU, a dit à propos des attentats du 11 septembre, eh bien, si vous dites que c'est une affaire internationale, ces attentats, que ce n'est pas un problème interne aux États-Unis, alors nous devons faire une commission d'enquête internationale pour savoir ce qui s'est passé. C'est plus de votre ressort. Ah oui, ben ça c'est cohérent. Voilà, ça ce sont des... Oui. Oui. C'est moi qui avais écrit ce discours, oui.